débarquement. Le 6 juin, c'est rien. Et le froid va bientôt débarquer dans nos maisons. C'est la soupe aux choux. Voilà. Et donc, avant que vous vous précipitiez dans les rayons de vos supermarchés pour acheter des soupes, eh bien, on a décidé de vous donner quelques petits conseils pour savoir qu'est-ce qu'il fallait acheter. Faut-il acheter de la soupe déshydratée, de la soupe en briques, de la soupe fraîche? Il y a énormément de propositions. Et la soupe avocat, qui est votre préférée, Gérard. Bien sûr. Vos questions, vos réactions au 41 555, comme d'habitude. Avec nous aujourd'hui, Julien Cardassier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing Unilever qui détient notamment la célèbre marque de soupe Knorr. On vous remercie d'être là parce que d'autres industriels avaient beaucoup de choses à faire aujourd'hui, ils n'ont pas pu venir sur ce plateau. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également Aurel Clémensin, bonjour. Vous êtes expert responsable chimique et santé à l'Institut Noteo qui utilise un dispositif de notation qui évalue et compare 45 000 produits de grande consommation. Et notre témoin aujourd'hui, Anne Latayade, bonjour. Anne. Vous êtes blogueuse culinaire pour le célèbre blog Papilles et Pupilles, ça cartonne. Vous allez nous livrer vos secrets. Vous allez même nous faire une petite démonstration de votre talent tout à l'heure en plateau. Attends de voir ça. Elle s'est mise la pression. Hein. C'est ça. Depuis ce matin, elle est au taquet sur le gazpacho. Mais d'abord, vers quel produit vaut-il mieux se tourner lors de nos achats? Que contiennent les soupes industrielles? Premiers éléments de réponse avec Martin Gabriels. En briques ou en sachets, les recettes sont innombrables. Quand l'automne approche, les soupes industrielles se retrouvent vite dans nos assiettes. Elles sont prêtes à consommer, faciles à servir et réputées bonnes pour la santé. Les Français en dégustent plus de 15 litres chaque année. Pour moi, c'est un produit qui est sain, qui est bon pour la santé. J'aime bien aussi les soupes faites maison, faites par moi-même. Ça dépanne. Je prends plutôt des soupes de légumes. Mais je pense qu'il y a des épaississants, je pense qu'il y a des colorants, je pense qu'il y a un petit peu de trucs pas forcément, faut pas trop regarder non plus quoi. Il est vrai que les consommateurs sont de plus en plus méfiants. Les ventes de soupes industrielles chutent depuis plusieurs années. En 2010, date des derniers chiffres publiés, la production était en baisse de 38%. Aujourd'hui, plus de la moitié des potages consommés sont faits maison. Dans la soupe maison. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de légumes, beaucoup d'eau et beaucoup de colorants. Mais des légumes, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. À mon avis, ça ne doit pas être très bon parce que j'en achète plus. Je préfère la soupe de ma grand-mère. Mais ce désamour pour la soupe en briques est-il justifié? Pour savoir ce qu'elles contiennent réellement, nous nous sommes adressés aux trois grands du marché. Knorr, Maggi, Liebig, mais aucun d'entre eux n'a accepté de nous recevoir. Étonnant, car sur l'emballage, ces marques vendent des produits naturels, riches en légumes, sans conservateurs ni exhausteurs de goût. Il n'y a a priori pas de mauvaise surprise. Pour cette brique par exemple, il semblerait que l'on consomme à peu près ceci. Des carottes, des oignons, de la tomate, des poireaux, bref, rien de bien méchant. Pour en être sûr, nous sommes tout de même allés vérifier auprès d'un nutritionniste. Quand vous regardez la composition, c'est-à-dire la liste des ingrédients qui est classée par ordre décroissant, ce qui figure en premier comme légumes, 2 points, féculents et légumes 2 points, pommes de terre en premier, ensuite les poireaux, les carottes, etc. Donc il y a beaucoup de glucides. C'est un produit qui contient beaucoup de sucre. Or, les légumes sont très faibles en sucre. Le contenu de notre brique ressemblerait donc plutôt à ceci. Là, on vous dit sans conservateur, sans exhausteur de goût, sans colorant artificiel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'additif quand même. Il faut le savoir. Et l'additif numéro 1, il faut le rappeler, c'est le sodium. Les industriels doivent faire des efforts numéro 1 sur la teneur en sel. Notre soupe serait donc plutôt comme cela. Mais alors, comment s'y retrouver dans toutes ces briques, tous ces sachets, toutes ces appellations? Velouté, mouliné, fondu. À quoi faut-il se fier? Comment être certain de la composition? Il faut faire attention à la terminologie. Velouté, ça veut dire qu'il y a de la matière grasse en plus. Si vous devez prendre une soupe en sachet ou en brique, prenez plutôt l'intitulé potage. Potage de légumes. Là, vous prenez des surgelés. Alors, les soupes industrielles, oui, mais pas trop souvent. Et puisque nous avons déjà les légumes, nous allons peut-être bien la faire, cette soupe maison. Ouais, on verra ça tout à l'heure avec Anne. Mais d'abord, Julien, merci encore d'être avec nous. Mais pourquoi vous n'avez pas accepté de nous ouvrir les portes des usines chez Knorr? Vous avez des choses à cacher? Alors, absolument rien à cacher. Je pense que c'est vraiment le pire moment pour aller dans une usine en ce moment. On est en train de préparer notre saison. Vous avez vu que l'hiver approche. Enfin, en tout cas, on espère qu'il y aura un hiver parce qu'il n'y en a pas eu en début d'année.
Donc là, plus il fait froid, mieux c'est pour votre business. Ah oui, c'est un marché qui est très météo-sensible. Hein, donc plus la température baisse, on parle d'un seuil autour de 0-5 degrés, et là on voit une consommation de soupe qui démarre fort. Mais justement, c'est le bon moment pour venir dans les usines. On aurait été ravis. Il y a beaucoup d'activités dans l'usine en ce moment, et puis il y a pas mal de projets en cours en ce moment qui rendaient la mobilisation des équipes totale. Et on c'est pas très beau à voir. Mais je suis là. On peut le dire, c'est pas très beau à voir. Il n'y a rien de pas très beau à voir. Hein. C'est pas très vendeur, quoi. Voilà. C'est simplement qu'aujourd'hui, dans nos usines, il y a vraiment une activité folle, et qu'en plus, il y a des conditions de sécurité qui sont assez drastiques. C'est quoi la proportion de légumes dans une brique ? La proportion de légumes dans une brique est très variable. Hein. Vous pouvez avoir jusqu'à 70% de légumes dans une brique, et puis ça peut descendre. Ça, c'est le maximum, 70%. 70%, c'est déjà une bonne teneur. De légumes ou de pommes de terre, juste? Non, de légumes. Donc 80% de patates. C'est un assemblage de différents légumes. Quand vous avez une soupe qui s'appelle, je sais pas, moi par exemple celle-ci, douceur de tomate, et que vous regardez la liste d'ingrédients, vous avez légumes 66%. Le premier légume qui est déclaré sur la liste d'ingrédients, en fait, est celui qui est majoritaire dans la liste d'ingrédients, et donc dans la soupe. Donc en l'occurrence, pour celle-ci, c'est la tomate. D'accord. Aurel, on a un petit assortiment de soupes ici. On va faire un classement nutritionnel entre ces différentes soupes, de la plus mauvaise à la meilleure, enfin la moins bonne à la meilleure. Très bien. Donc, on commence par quoi? Ce qu'il faut déjà peut-être expliquer, c'est qu'en termes nutritionnels, ce qu'on va regarder avant tout, les problématiques autour des graisses dans les soupes est quasiment inexistant, c'est-à-dire que toutes les soupes vont avoir des taux de graisse qui sont acceptables, légers. Donc on se focalise essentiellement sur la partie des fibres, d'une part, et puis la teneur en sel aussi, qui est très importante. Parce qu'il y a souvent trop de sel dans les soupes. Il y a en grande partie, alors selon les types, on retrouve des teneurs en sel qui sont trop importantes. Donc si on se base sur des teneurs en fibres et la teneur en sel, c'est quoi le pire ? On va retrouver le pire, ce sont les déshydratés. D'accord. Donc ça, on va dire sans surprise, d'autant plus qu'ils sont obligés d'adjoindre des additifs dedans. Donc si on met cette composante additive en plus, ça perd encore plus. C'est plutôt à éviter pour vous. Voilà, plutôt à consommer de façon très épisodique pour dépanner éventuellement, mais pas en consommation régulière, clairement. Viennent ensuite les briques. Les briques avec souvent néanmoins... Il y a des Knorr là qui arrivent en proposition. C'est pas mal, vous êtes l'avant-dernier, c'est pas mal. Une performance nutritionnelle qui est quand même assez bonne, globalement. Faire attention vraiment aux teneurs en sel. Quand ça commence à dépasser 1,4 g pour une portion, ça commence à faire beaucoup, ou alors vraiment compenser sur le reste du repas sa teneur en sel, bien évidemment. Et pourquoi ils mettent tant de sel, excusez-moi, à la main? Le sel est un exalteur de goût, donc va renforcer, ou va amplifier le vous goût mettez beaucoup de sel parce légumes. que vos légumes n'ont pas beaucoup de goût, en fait, c'est ça? En fait, moi j'ai envie de vous dire que quelle que soit la manière dont vous fabriquez la soupe, que vous la fassiez à la maison, parce que vous auriez pu rajouter encore une dernière catégorie qui est la soupe faite maison. Qui est certainement le mieux. C'est la moitié des volumes qui sont consommés en France, la soupe maison, donc c'est important. Quel que soit le procédé de fabrication, parce que le légume a en soi un pouvoir salant assez faible, forcément vous ajoutez un exalteur, et le sel en l'occurrence en est un. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on a fait beaucoup d'efforts, parce que les Français d'une manière générale aiment l'alimentation salée, et ils consomment beaucoup plus de sel que ce qui est recommandé. La norme de l'OMS fixe à 5 grammes de sel par jour. Un Français, homme, aujourd'hui en consomme 10, donc quasiment 2 fois. Donc nous, on a fait énormément d'efforts ces dernières années pour réduire la teneur en sel. Vous avez baissé un peu, mais vous êtes toujours au-dessus des normes de l'OMS. Alors aujourd'hui, notre portefeuille produit... Organisation mondiale de la santé, pardon. Organisation mondiale de la santé. Notre portefeuille produit est absolument conforme avec une norme de 6 grammes par jour. Donc on n'est pas encore aux 5 grammes, on y travaille, nos chefs y travaillent chaque jour. Et ça veut dire que vous testez sur des panels de consommateurs, par exemple, leur goût aussi? Est-ce que les soupes moins salées, ça marche? Absolument, et alors ça c'est important de le souligner, 20% en 10 ans, c'est signifiant. On peut faire encore plus, mais ce qui est très important, c'est de le faire graduellement. Parce que les palais étant habitués à une alimentation salée, on parle des soupes aujourd'hui. Oui, mais c'est pas par goût qu'on s'est habitué à une alimentation salée, c'est parce qu'on est allé vers des produits tout prêts et que l'agroalimentaire sale énormément les produits pour masquer la fadeur de ce qu'elle met dedans. Donc du coup, forcément, l'homme moderne s'est habitué le palais au sel, mais au départ, il n'y est pas allé spécialement pour ça. Oui et non, parce que dans certains pays, en dehors de la France, j'ai envie de vous dire, qui sont peut-être un peu moins sur
de la consommation alimentaire transformée, on a des consommations en sel qui sont importantes. Et il faut quand même préciser que les Français, dans ce 10 grammes dont je parlais juste avant, vous avez à peu près 2 grammes qui tient soit aux éléments de cuisson, soit aux éléments d'assaisonnement. Donc tout ne vient pas que des produits. Qui sur une journée est assez peu. Juste on termine rapidement le classement. Il y a éventuellement l'ajout de monosodium glutamate qui va aussi favoriser cette exaltation de goût. Donc un additif qu'on peut rajouter, qu'on trouve assez régulièrement. Oui, mais alors là, pour le goût, il n'y en a pas dans les vôtres. 621. Donc ensuite, soupe fraîche, soupe surgelée, qu'est-ce qui est le mieux? Soupe fraîche, soupe surgelée sont très équivalentes. D'accord. Globalement, donc c'est plutôt vraiment les produits qui sont assez intéressants, qui se rapprochent le plus. Valérie est contente parce qu'elle achète que de la soupe surgelée à la maison, effectivement. Après, moi, je mets pas les produits à la poubelle parce que c'est vraiment pas le même aliment et le même produit. Je vais prendre un exemple sur des très jeunes enfants. Si on leur sert tout de suite de la soupe maison, ça risque de coincer un petit peu. On peut très bien, effectivement, parce qu'il y a des exhausteurs de goût, c'est plus agréable, il y a plus de pommes de terre, moins de légumes, c'est mouliné, les habituer un petit peu et puis progressivement remplacer les briques par des légumes frais et progressivement les amener. Donc, et puis c'est un dépannage quand on est très pressé, voilà. Je crois que ce sont deux produits très différents. On a reçu un SMS 41 555, on parlait du sel, mais concernant les vitamines, où sont les vitamines dans les soupes industrielles quand on imagine les manipulations avant la mise en brique? Les ajouts éventuellement. Ce qui est intéressant aussi dans les fruits et légumes, puisque c'est la principale source d'apport en vitamine B9 dans le régime alimentaire français, quelques fabricants mettent en avant cette concentration en vitamine B9 qui est intéressante puisque elle a des effets un peu protecteurs sur le système cardiovasculaire et empêcherait aussi le développement de malformations pour les femmes enceintes. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi de regarder et certains le mettent en avant. Anne, ça vous arrive d'acheter des soupes en briques comme ça ou en supermarché? Extrêmement rarement. J'achète des produits de supermarché pour d'autres choses. Je sais pas, je fais pas ma pâte feuilletée par exemple. Mais les soupes, jamais. C'est extrêmement rare, oui. Et quand ça vous est arrivé, vous les trouvez comment? Parce que c'est facile à faire une soupe. Il suffit de quelques légumes, ça cuit tout seul. On n'est pas obligé de rester devant. Enfin, c'est vraiment rapide et facile. C'est pour ça que vous trouvez que c'est pas bon? C'est pas trop mon truc, mais ça m'arrive d'en acheter. Non, j'en achète pas en fait. Non, j'achète une marque de soupe à la tomate, je sais pas si on peut la citer, qui a le Valais, qui fait un très bon gazpacho, ça m'arrive. Voilà, mais sinon en chaud, non, j'ai toujours, pour finir, un panier de légumes, 2 pommes de terre, un poireau qui s'ennuie et qu'on peut... pauvre poireau qui s'ennuie. Alors justement, vous allez nous faire une petite démonstration de gazpacho, parce que c'est aussi l'une de vos spécialités. On va passer en cuisine, vous allez nous montrer comment on peut faire rapidement et facilement, surtout chez soi, un petit gazpacho en quoi? En 3 minutes? En 3 minutes. Il faut découper les légumes. Hein. Là, on a pris un peu d'avance, on a commencé à les découper. En fait, le gazpacho, c'est une soupe froide de tomates, à base de tomates et de poivrons. Donc vraiment, tout ce qu'il suffit de faire, c'est d'enlever le cœur de la tomate. Alors, c'est une soupe qu'on mange avec... moi, je mixe tout avec la peau. Donc, je trouve que c'est mieux de prendre des tomates qui sont bio. D'accord, vous embêtez pas à les peler. Voilà, on les pèle pas. On coupe grossièrement et on met dans le bol du blender. D'accord, voilà, dans le mixeur. Dans le mixeur, exactement. Donc, on fait ça pour les 4. On va ajouter ensuite l'ail. Un demi-concombre et de l'oignon. Là, vous mettez quoi? Ça? Comme ça, voilà. 2 gousses? Après, on fait en fonction de ses goûts. La cuisine, c'est pas compliqué. Il faut y aller. Faut quand même que ça ait un petit peu de goût. Le choix des tomates est important quand même sur le gazpacho, parce qu'il faut vraiment que ça ait le goût de tomate. Ça veut dire que vous choisissez plutôt quelle variété de tomates? Des tomates plutôt de pleine terre. Ouais. Des tomates qui ont du goût. Pas forcément bio, ça peut être du local ou du raisonné. D'accord. Mais oui. De qualité, on va dire. Pas trop. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Vous mettez des poivrons dedans? Des poivrons. Alors c'est pareil, comme on mixe avec la peau, on prend du bio. Et puis, par contre, on va essayer déjà de mixer un petit peu parce que sinon ça risque de... Ah bon, on mixera tout à la fin parce parce que ça va faire un bruit pas possible. Ça va être pendant le reportage, parce que là, ça va être insupportable. Voilà, on va mettre ensuite le concombre. On fera peut-être... Tout le concombre? On va mettre que la moitié. Ouais, c'est beaucoup. Et un petit peu d'oignon. Voilà. Un peu d'oignon. Un petit peu d'oignon pour le goût. Je mets pas tout là, il y en a énormément là. Voilà. Ça, c'est pour relever un petit peu. Pour relever un petit peu. Attention, parce qu'on va faire la dégustation après. Il a intérêt à être bon, votre gazpacho. Et on va ajouter un petit peu d'huile d'olive de bonne qualité. Tout ça? Non, on va mettre, je sais pas, 2 cuillères à soupe, un tiers, voilà. D'accord. Et un petit peu de vinaigre de xérès. Vinaigre de xérès, c'est pour relever là aussi? Pour relever, voilà. Ça suffit? Bien, c'est parfait. Et il suffit de mixer. Et sel, poivre, non? Sel, poivre, alors on va saler tout de suite et puis on salera un petit peu après avoir goûté. D'accord. On va rectifier l'assaisonnement une fois qu'on aura goûté. Voilà, pour pas être trop salé non plus.
On va mixer pendant le sujet, parce qu'effectivement, Ça ça fait un petit peu de bruit. Mais l'occasion de vous reparler, de continuer à parler des soupes en tant que vrai plat, de plat unique. Beaucoup de restaurateurs les proposent, notamment pour le déjeuner, pour des déjeuners sur le pouce, et pas seulement. Comment sont fabriquées ces soupes fraîches? Martin Gabriel a enquêté. Paris, à l'heure de la pause déjeuner. Dans ce petit restaurant, les clients un peu pressés ne viennent pas grignoter un sandwich, mais déguster un bol de soupe. Aujourd'hui pour nos clients à la carte, la légume classique, légumes verts, une soupe de carottes à l'orange. Ces dernières années, une dizaine de bars à soupe comme celui-ci a vu le jour, rien que dans la capitale. Les potages font leur grand retour dans nos assiettes. Les saveurs sont très variées, il y a des mélanges vraiment originaux et sympas à découvrir. Et puis parce que c'est sain, ça porte plein de légumes. C'est pour changer du sandwich qui est un peu trop bourratif certains midis. Le client veut être rassuré avec tous les scandales alimentaires qu'il a pu se produire, etc. Il veut être rassuré dans le côté manger bon, manger sainement et manger surtout le moins gras possible. La soupe n'est plus une punition. C'est de cette petite usine de Bourg-en-Bresse que proviennent les potages que dégustent les clients du bar. Dans ces énormes marmites, les odeurs se mélangent au gré des recettes élaborées par le chef Michel Porfido. Alors on est en train de fabriquer de la soupe de lentilles corail curry. C'est vraiment comme à la maison dans le sens où on fait revenir les oignons avec l'huile d'olive. On met ensuite les légumes. Le chef porte une attention toute particulière aux ingrédients et à ce que ces formules, imaginées dans sa propre cuisine, soient suivies à la lettre. Pour cette soupe par exemple, les lentilles corail sont pesées au gramme près. Je fais la liste de tous mes ingrédients. Une fois qu'ils sont bien pesés, j'essaye de restituer exactement la même chose en grosse quantité. Voilà, on est dans une grosse casserole de 400 litres. Mais le process reste le même et les ingrédients aussi. Pas d'additifs, pas de colorants, pas de mélange de féculents. Les produits sont soigneusement sélectionnés. Je pense par exemple au potiron. Donc on achète du potiron frais chez le producteur. Et on l'utilise le plus longtemps possible en frais et ce qu'il nous reste, on le surgèle volontairement pour pouvoir le garder de la même qualité encore quelques semaines supplémentaires. Positionnée depuis sa création sur la production de quenelles et de sauces, l'entreprise Giraudet et son chef ont eu le nez fin au début des années 2000. Ils ont mis l'accent sur la bonne vieille soupe, à cette époque un peu délaissée dans les foyers. On voulait s'orienter sur des produits sains. Et la soupe, il n'y a pas mieux comme produit pour se nourrir d'une manière saine. Donc on a commencé à développer les soupes il y a à peu près une quinzaine d'années. On avait à l'époque entre 5 et 8 parfums. Aujourd'hui, la marque propose plus de 110 recettes et la production augmente chaque année. Elle est passée de 100 à 160 tonnes par an entre 2011 et 2013. Et surtout, on la goûte. On sent bien le thym. Très bonne. L'atout de la maison, à peine mise en bouteille, le potage subit un traitement réduit au minimum. La soupe vient d'être pasteurisée. C'est une pasteurisation qui est vraiment très légère. En fait, elle permet de conserver la soupe simplement 30 jours, mais elle restitue vraiment toutes les qualités organoleptiques de la soupe. À savoir la couleur, la texture, c'est pratiquement une soupe comme en sortie de cuisson dans la marmite. Peut-être avec un peu moins de vitamines. À 4 € le demi-litre, contre environ 3 € le litre pour leur cousine en brique, ces bouteilles se vendent très bien, même en supermarché. À tel point que les grands groupes industriels commencent sérieusement à s'y intéresser. Julien, vous ne vendez pas encore de soupe fraîche chez Knorr, pourquoi? Écoutez, c'est un petit marché. Pour se dire les choses, c'est un tout petit marché, ça fait 5% du marché des soupes en France. Mais qui est en pleine croissance quand même. Pas tellement. Non, en réalité, ça suit de toute façon la tendance qu'on peut observer sur l'ambiant. Quand il fait froid, on vend beaucoup de soupe. Quand il fait chaud, on en vend moins. Et ça vaut aussi pour le frais. Ce qui est vrai, c'est que vous avez un marché qui est réparti à 50% sur du froid, donc soupe froide gazpacho, sur lequel on n'est pas. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment dans notre stratégie. Et sur le chaud, donc les soupes à réchauffer qu'on a pu voir dans votre reportage, aujourd'hui, nous, on interroge le classement que vous avez fait sur la nutrition. On le fait aussi avec nos consommateurs. Et pour être honnête, les consommateurs sont assez satisfaits du niveau global des soupes en France. Donc on n'a pas vu de raison pour l'instant d'investir ce marché, d'autant que c'est souvent sur des recettes un peu niches, très urbaines. Et nous, on vise Par contre, vous êtes lancé sur la grande masse, on va dire. Vous êtes lancé sur le bio. Ouais.
Alors, on a effectivement dans notre portefeuille une gamme bio, 2 recettes. Ah, mais ça, de toute façon, c'est indispensable aujourd'hui. Quand on veut faire un peu de business, le bio. Il y a une demande. Ah oui, il y a une demande sur le bio. Elle n'est pas très importante non plus. Et à nouveau, elle progresse peu. L'offre est assez stable dans les supermarchés. Ça fait 3% du marché. Donc, oui, il y a un cœur de fidèles qu'on essaye de satisfaire avec nos produits. Mais il n'y a pas une tendance de fond. Ça vaut le coup d'acheter du bio ou pas? On s'assure qu'effectivement, on réduit son exposition à des résidus de pesticides. Donc c'est aussi un élément d'évaluation qu'on intègre dans notre service Noteo. Donc c'est intéressant, oui. On essaie de valoriser toutes les démarches de progrès aussi qui vont dans ce sens-là, sans labellisation, mais là c'est clairement identifiable facilement. Alors justement, on a reçu un SMS concernant les soupes industrielles non bio. D'où viennent les légumes qu'il y a dans les soupes industrielles? Est-ce que c'est la culture aux pesticides? Alors absolument pas, et d'ailleurs c'est intéressant, j'ai amené ici quelques nouveaux produits. Qui portent sur le devant du pack l'origine, puisque aujourd'hui nos légumes sont cultivés en France ou en Europe. Issus de l'agriculture durable. Ils sont issus de l'agriculture durable. Donc c'est pas non plus les rebuts des supermarchés, par exemple? Absolument pas. Et on investit énormément sur la qualité de nos ingrédients et la qualité de nos approvisionnements. Aujourd'hui, on travaille avec une dizaine de sociétés d'agriculteurs partout en Europe. Et on a édicté un code en 2010, le code d'agriculture durable. Et chacun de nos agriculteurs partenaires doit respecter un ensemble de critères, parmi lesquels l'utilisation extrêmement justifiée et raisonnée des pesticides. Aurel, ça veut dire quelque chose, ça, ou c'est juste du marketing pour vous? Ce genre de mention issue de l'agriculture durable? Disons qu'il faut étayer avec une quantification, donc avoir des mesures précises sur les diminutions effectivement d'intensité d'utilisation des pesticides. Ce qui nous manque évidemment, la réglementation européenne est plus stricte que dans beaucoup d'autres pays, bien évidemment, mais il y a encore aussi un certain nombre de pesticides qui peuvent avoir des impacts, que ce soit en termes de santé ou en termes d'environnement, sur les abeilles notamment. Et en tant que consommateur, on ne sait pas du tout, quand on lit les emballages, c'est pas forcément marqué clairement. Vous trouvez qu'il y a un défaut d'information? Là, en l'occurrence, pour ce qui concerne Knorr, on arrive sur le marché avec ces choses-là. Pouvoir valoriser effectivement ces démarches-là, mais il nous faut de la quantification derrière pour être sûr et s'assurer que ça fonctionne effectivement avec les objectifs définis. On a reçu une question SMS qui concerne les soupes maison, auxquelles on ajoute ces petits exhausteurs de goût. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre dans la soupe, notamment les petits cubes que vous vendez, Julien, par exemple? Moi, c'est ce que je fais souvent. Moi, il m'arrive d'en mettre aussi. Par contre, c'est vrai que je vais plus sur le bio que sur le classique pour ajouter, mais oui, il m'arrive d'en mettre. Oui, vous ne faites pas forcément votre bouillon de volaille. Je ne lave pas mon linge moi-même non plus. En tout cas, il est très bon, il est délicieux votre gazpacho. Non, mais ça peut aider, c'est vrai que c'est pas non plus. Moi qui mange avec soupe. Il a tout mangé. Il a tout mangé, Gérard. Très bon. Il aime bien le gazpacho. Exhausteur de goût, on dit que c'est quand même bourré de sel, que c'est pas forcément une très bonne chose, non? Souvent, oui, ça signifie. La façon classique, c'est du sodium pour amplifier toutes les saveurs. Après, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'est vrai qu'un choix de produits de base, des ingrédients de base, est effectivement important pour éventuellement pouvoir s'en affranchir. Mais les goûts et les couleurs sont ce qu'elles sont. Il y en a qui préfèrent plus ou moins salé. Le tout étant de raisonner sur l'ensemble de son repas cette utilisation de sel. Valérie, vous en mettez vous des petits cubes? Oui, j'en mets, mais j'en mets souvent un demi. Moi, je suis économe avec vos petits cubes. Le problème, c'est que j'en mets un demi pour une grande casserole. On peut utiliser archi salé. Honnêtement, archi salé. Après, on peut utiliser des épices, on peut utiliser des herbes qui peuvent aussi apporter du goût à certains légumes, comme le potiron. Je sais pas, on peut mettre du curcuma, on peut mettre du curry, on peut mettre du cumin, on peut mettre des tas de choses qui peuvent apporter un petit peu de goût quand le légume est un petit peu fade. C'est vrai que les courges, par exemple, c'est un peu fade. Les soupes vendues par les marques comme Carrefour, Auchan, etc., valent-elles les grandes marques? Vous voulez peut-être répondre là-dessus? Il n'y a pas de distinction. A priori, il y a certains fabricants qui vont produire pour ces marques. Donc, on va dire, les lignes de production sont relativement... C'est pareil que ce sont les mêmes qui produisent. C'est le cas? Alors, est-ce que vous produisez pour Carrefour, Auchan, nous ne produisons pas de produits pour les grandes enseignes. Certains de nos concurrents le font. Je crois qu'après, il faut simplement, là aussi, regarder les listes d'ingrédients, les compositions en légumes. Elles peuvent varier assez singulièrement d'une référence à l'autre. Et j'ai tendance à penser que nous sommes beaucoup plus généreux en légumes sur nos listes d'ingrédients.
Et voilà, après, ça reste une soupe qui est fabriquée exactement de la même façon. Et comme vous l'avez dit, certains concurrents les fabriquent. Donc, Par contre, ce qui était intéressant sur ce qui ressortait d'une étude qui avait été faite par l'Observatoire de la qualité des aliments, c'est que l'information donnée aux consommateurs était meilleure sur les produits MDD, c'est-à-dire qu'ils affichaient plus facilement les valeurs nutritionnelles sur les produits. C'est plus clair. Peut-être que ça évolue. Et Knorr écoutez, est certainement de ce pas point de vue, concerné par moi je me sens pas ce sujet-là, mais d'autant c'est ce qui ressortait d'autant que une sur nouvelle les données, réglementation impose d'ici à la fin de l'année, tous les produits qui rentrent en production au mois de décembre devront porter sur leurs emballages un étiquetage nutritionnel extrêmement clair pour le consommateur et surtout que le consommateur puisse comparer d'un produit à l'autre. Donc autre SMS qui n'est pas une question, qui est plutôt un coup de gueule. Je suis végétalien et c'est presque impossible de trouver une soupe sans produit d'origine animale. C'est un comble. Quelque chose à dire là-dessus? C'est vrai, c'est le cas. On peut mettre un peu de graisse animale, mais au-delà de ça, je vois pas. Il faut faire sa soupe soi-même. Il y a certaines soupes un peu plus exotiques. Normalement, c'est de l'eau et des légumes. Mais il n'y a pas d'additifs animaux dans nos soupes. En tout cas, celles qui sont, j'en ai pas amené. Celles sur lesquelles il y a une base carnée, oui. Là, pour le coup, elles ne conviennent pas. Mais une soupe de légumes reste une soupe de légumes. Petit SMS aussi, on nous demande, on m'a dit que manger des soupes quand on veut maigrir était une idée reçue. Est-ce que c'est vrai, ça fait maigrir les soupes? C'est quand même mieux de manger des soupes que des éclairs au chocolat. Donc, après, entendons-nous bien, moi je vais parler plutôt de la soupe maison, évidemment, parce que là on est sûr qu'il y a des légumes. On est à 30 calories pour 100 millilitres, rendez-vous compte, ça fait sur un gros bol de soupe, ça fait 75 calories, c'est très peu. Alors après, il faut, à mon avis, même quand on est au régime, mettre un peu de pommes de terre. D'abord, ça donne de l'onctuosité, ça donne un côté satiété. Ça donne du liant à la soupe, mais oui, il y a des légumes, de l'eau, c'est quand même... Anne, juste une petite recette peut-être pour l'automne qui va arriver, votre recette fétiche à l'automne de soupe. J'ai une soupe de lentilles corail au curry et lait de coco qui est super. C'est facile à faire, je la sais pas par cœur. Bon, mais alors, vous savez quoi, vous allez nous donner la recette, on va la mettre sur la plateforme de la quotidienne. Oui, vraiment, c'est une recette super, j'aime beaucoup. C'est ma recette chouchou de l'automne. Eh ben génial, on la refera. Papy et Pupi, votre blog qui fonctionne très bien. Je crois que c'est dans le top 3 des blogs culinaires en France. Voilà. Bon. Merci en tout cas d'être venu. Quelques petits conseils à retenir avant de refermer ce dossier. 90% des potages déshydratés contiennent trop de sel par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et la surconsommation de sel entraîne par exemple de l'hypertension. Donc attention dans vos choix de soupe. Un petit argument en faveur des soupes de légumes bio. Sachez qu'elles contiennent plus d'antioxydants que les autres. Et puis les qualités nutritionnelles des produits de marque distributeurs sont a priori la plupart du temps équivalentes aux produits de marque fabricants. Mais là encore, il faut lire les étiquettes. En fait, on rappelle que la soupe maison reste la meilleure pour la santé et la moins chère à consommer au quotidien. Voilà, merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau. Merci à Isabelle Romer qui nous a aidé à préparer ce dossier.